votre présence. Très excitée. Avec l'enfant numéro 4 juste hors champ. Mais qu'est-ce qui se passe donc avec Macron? Je veux dire, c'est la chose la plus folle qui soit jamais arrivée, en tout cas dans ma vie. Ça a été une folie après l'autre, de l'appel de Trump au procès. Je ne savais même pas. Pouvez-vous revenir un peu en arrière pour ceux qui ne savent pas de quoi vous parlez? L'appel de Trump, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai été appelée par Trump en février. Emmanuel Macron avait rendu visite à Trump. Et j'avais fait cette série c'était sur sa femme, Brigitte Macron. Et la série a fait beaucoup de vues. Emmanuel Macron a personnellement pris l'avion pour Washington et a demandé à Trump de me faire taire, simplement d'arrêter, de parler de sa femme. Saviez-vous que cela deviendrait un incident international? Non. Et en fait, ça me fait repenser à l'histoire. Je me dis, vous savez, toutes les fois où on nous a dit qu'une guerre s'est terminée pour telle ou telle raison, si c'était un élément de négociation d'Emmanuel Macron avec Trump, alors que le sujet pour lequel il était, vous savez, officiellement là, c'était de discuter de la fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais vous prenez Trump à part et vous lui demandez de me faire taire. Moi, cette podcasteuse aux États-Unis. Je me demande si quoi que ce soit de ce qu'on nous raconte dans les livres d'histoire est vrai. C'est tout à fait ça. Je me suis posé la même question. C'est tout simplement incroyable. Donc, il regarde attentivement. On sait. C'est un spectateur. Lui, sa femme et leur entourage regardent chaque minute de mon émission. Trump, certainement pas. Je sais que Trump, je pense, reste beaucoup plus dans les médias traditionnels. Oui. Pour ce qui est de ce qu'il regarde, mais il a dû être complètement perdu. Il avait l'air très confus. Il a dit qu'il était très confus quand le dirigeant de la France l'a pris à part. D'une puissance nucléaire. Pendant des négociations sur l'Ukraine et la Russie pour lui demander s'il connaissait Candace Owens. Et de toute évidence, c'était une urgence parce que ce n'est pas comme si Trump m'avait appelé 2 jours ou 1 semaine après. Ce n'était pas, vous savez, une conversation en aparté du genre « Oh, on s'occupera de ça ». J'ai été contactée par l'intermédiaire quelques heures après le départ de Macron, peut-être même 1 heure après son départ. Et il m'a dit, genre, il faut qu'on vous parle au téléphone. Le président des États-Unis. Eh bien, d'abord, la personne m'a dit, et je cite, quelqu'un de très proche du président des États-Unis m'a expressément demandé de vous prier d'arrêter de parler du pénis de Brigitte. Et C'est ça, le vrai visage de la diplomatie. J'adore. Le vrai visage de la diplomatie. Et j'ai ri parce que j'ai dit, OK, non, salut, ça me paraît ridicule. Je n'ai même pas vraiment... Je me suis un peu demandé si c'était vrai, mais j'aimais beaucoup la personne qui m'a appelée. Et je me suis dit que j'avais peut-être été un peu sèche parce que je suis enceinte de 9 mois. À l'époque, j'étais, je crois, enceinte de 5 ou 6 mois et j'ai tendance à devenir sèche à mesure que ma grossesse avance. Donc, je l'ai rappelé et j'ai simplement dit, pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe réellement? Et cette personne m'a alors dit que ça lui a été présenté comme une condition pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne. Genre, c'est quelque chose qu'il a soulevé au milieu de ces négociations. C'est comme ça que ça m'a été présenté par une tierce personne. Et là, j'étais complètement sidérée. Et j'ai pris 1 seconde, j'ai regardé mon mari et la première chose qu'on s'est dite, c'est « personne ne nous croira jamais ». C'est tellement invraisemblable que personne ne nous croira. Ils vont forcément penser que j'invente tout ça de toutes pièces et que je mens effrontément. Et même quand j'ai fini par raconter cette histoire, des mois plus tard, les gens avaient du mal à croire que ça ait pu réellement se produire. Et jusqu'à ce que Trump ne le démente pas. Puis Emmanuel Macron me poursuit en justice. Il a inclus dans la plainte une référence à cet appel et au fait qu'il estime que le présenter comme un élément de la guerre en Ukraine et en Russie était faux. Genre, il était là. Et donc, il cherche la petite bête. Mais... Alors, pourquoi est-ce qu'il vous poursuit? Que dit la plainte? Elle dit beaucoup. 200 pages. Bescherm je hond tot 30 dagen tegen vlooien en teken met Front Pro. De kou-tabletten waar de 200 pages. 200 pages. Ce qui est intéressant, c'est que ma série était basée sur un livre. J'ai travaillé avec Xavier Poussard, un journaliste très crédible en France, qui a travaillé sur cette histoire pendant 8 ans et a dû déménager sa famille en Italie à cause de ce que Brigitte et son mari... La France est un système politique complètement différent. Ça, c'est sûr. Et ils peuvent simplement porter plainte contre... C'est un pays autoritaire, entièrement dirigé par Macron, et ils prétendent que ce n'est pas vrai, mais ça l'est. C'est vrai à 1000%. Et donc, les journalistes qui ont les premiers compris que Brigitte Macron n'a en quelque sorte pas existé pendant 30 ans de sa vie.
ont été harcelés par le gouvernement. Ils ont porté plainte contre eux pour, avant toute chose, atteinte à la vie privée. Donc, il n'y a jamais eu de contestation quand elle portait ces accusations. Elle n'a jamais porté plainte contre des gens pour avoir dit qu'elle était née homme. Et c'est ce que tout le monde doit bien comprendre. Genre, ce n'est pas quelque chose qu'ils disent un jour que ce n'est pas vrai quand on en vient à l'aspect légal de tout ça, quand ils se retrouvent au tribunal. Mais ils ont d'abord attaqué pour atteinte à la vie privée, puis ils ont attaqué pour diffamation. Concernant une déclaration, une erreur que la femme avait faite dans son enquête quand elle a dit, à mon avis, vous savez, ce document est un faux, mais ce document était en fait authentique. C'était un acte de naissance lié à quelqu'un dans l'histoire. C'était remarquablement mesquin et c'est ce qu'ils font. Ils deviennent très légalistes. On va vous traîner au tribunal, on va vous harceler. Et pour Xavier, il se passait des choses où ils ont fait en sorte, ils voulaient qu'il sache qu'il le suivait et que les services secrets gardaient un œil sur lui. Ils ne l'ont en fait jamais poursuivi en justice jusqu'à récemment, en même temps que moi. Ils ne le poursuivent pas pour diffamation, même s'il est l'auteur du livre sur lequel j'ai basé toute ma série. Ils le poursuivent plutôt pour cyberharcèlement. Cyberharceler un chef d'État. On peut faire ça en Europe. Je dois le dire, car c'est vrai que les services de renseignement français, tout le monde se moque de la France, la disant incompétente et faible, mais leurs services ne sont ni incompétents ni faibles. Après, probablement la CIA, le Mossad, peut-être les services de renseignement russes, genre ils sont craints. Et ils devraient être craints. Mais ils sont craints, ils sont très compétents, ils sont violents. C'est documenté, ils ont tué des gens et il ne faut vraiment pas jouer avec eux. Exact, c'est pour ça qu'il a pris sa famille et qu'il a déménagé. Et donc, c'était un acte de courage immense de sa part, vous savez, de mettre en jeu non seulement sa vie, mais aussi celle de sa femme et de ses enfants, parce que l'histoire était tellement démente et tordue, et aussi la considération plus large qu'un État entier puisse conspirer pour protéger un secret de cette ampleur. Et ce qui est si fascinant dans cette histoire, et j'en parle dans le premier épisode de Devenir Brigitte, c'est que au moment où elle est arrivée dans le monde anglophone, les gens pensaient que c'était, comme toujours, une conspiration d'extrême droite sortie des bas-fonds de Reddit. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Vous savez, l'histoire commence avec Emmanuel Macron et sa femme, mais en fait, ce sont les journalistes de gauche, les journalistes de contenu qui voulaient célébrer Brigitte, voulaient faire des documentaires sur Brigitte. Cette femme merveilleuse est maintenant émancipée et qu'est-ce qu'elle va faire? Ils se sont sentis un peu menacés. On leur a dit de venir au palais de l'Élysée et il n'y avait qu'une personne à qui parler. Ils ne pouvaient rien trouver ou vérifier sur l'histoire ou le passé de Brigitte. Ils sont tombés dans le terrier du lapin et se sont dit « Je ne sais pas pourquoi ». J'ai soudain l'impression d'avoir fait quelque chose de mal en posant des questions basiques sur la première dame de France. C'est là que la série commence. Elle vous emmène à travers ce qu'ils ont vécu et ce que beaucoup ont vécu depuis, en essayant d'apprendre quoi que ce soit sur la première dame. Pour être clair, c'est une histoire incroyable et pour tant de raisons, mais pour celle que vous venez de décrire, que c'était en fait bien connu en France. Tout s'est passé publiquement. Mais je ne pense pas qu'un Américain sur 1 million en avait la moindre idée avant la sortie de votre série. Et la réaction initiale à votre série a été, eh bien, maintenant on sait que Candace est folle. Elle a pété les plombs. La femme est un homme. Allons, soyons sérieux. Et puis, à mesure que la série avançait et devenait l'une des plus grandes séries de podcasts du pays, et des gens plus posés disaient « En fait, vous devriez écouter ça. C'est assez dingue, assez fascinant. Mais je veux juste en venir au procès. Donc, genre, ils vous poursuivent. Ils vous poursuivent pour diffamation. » Pour des choses que je n'ai jamais dites. Ils savent que ce procès, c'est pourquoi je l'ai appelé une stratégie de communication. C'est en fait une pure opération médiatique, rien de plus. Elle vient de perdre son procès en diffamation contre 2 journalistes en France. Et maintenant, tout le monde rapportait. Attendez, vous aviez dit que c'était le grand procès qui prouvait, ou vous l'avez présenté comme les poursuivants sur l'affirmation que vous seriez un homme ou une femme. Vous avez perdu en France. C'est votre terrain. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, je pense qu'elle a appelé les avocats et leur a dit, genre, juste déposer une plainte parce que c'est très bâclé. Les arguments se contredisent. Par exemple, d'abord, ils soutiennent que je fais ça pour l'argent, puis ils avancent que j'ai été viré pour en avoir parlé. Donc, ça n'a absolument aucun sens. Ça ne peut pas être les deux. Et c'est un tas de choses que je n'ai pas dites. Ils se comportent comme les journalistes traditionnels où ils prennent quelques mots que j'ai dit comme gangster, criminel et gangster. Mais ensuite, ils ajoutent leurs propres phrases et ils disent « Elle l'a accusée d'être une criminelle et une gangster ». Donc, c'est très bâclé. Ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient juste de gagner du temps. Ils ne veulent pas que le monde regarde ce qui était une très grosse erreur, une très mauvaise façon de faire, mais ils veulent que le monde croie qu'elle a une plainte contre moi, que ce pourquoi nous poursuivons. Par conséquent, c'est parce que cette podcasteuse a menti. Mais c'est beaucoup trop tard. Je veux dire, vraiment, c'est.
Tout le monde sait ce qui s'est passé. Ça n'a fait que rendre la série virale. Maintenant, elle devient virale en Asie. Vous savez, je reçois tous ces emails qui me viennent de gens en Chine disant que cette série devient virale. Ils ne sont même pas sur YouTube, donc je ne sais pas comment ils la regardent en Chine. Mais c'était une erreur parce que de toute évidence, maintenant, les gens se disent « OK, il doit y avoir quelque chose de vrai. Un président d'un pays étranger ne poursuit pas en justice une mère de famille qui fait son podcast dans son sous-sol parce qu'elle a dit quelque chose qui n'était pas vrai. » Il y a clairement quelque chose qu'ils veulent cacher. Donc, tout le monde regarde la série de plus près. Ce n'est pas la façon de cacher les choses. La façon de faire, c'est de dire « pauvre Candace, visiblement malade mentale ». Allons. C'est comme ça qu'il faut faire. Et les menteurs, sophistiqués, font ça. Exact. Donc, c'est très intéressant. Ils réagissent d'une manière qui est clairement dictée par l'émotion et la passion. Exact. Et la peur. C'est mon interprétation. Je ne sais pas vraiment pourquoi ils réagissent, bien sûr, mais en y regardant, c'est tellement intéressant. Vous avez peut-être remarqué que c'est un grand pays à la mauvaise nourriture. Notre approvisionnement alimentaire est pourri. Ce n'était pas le cas avant. Prenez les chips. Vous souvenez-vous d'une époque où finir un paquet ne vous donnait pas la gueule de bois, comme si vous ne pouviez pas sortir du lit le lendemain? Le changement, ce sont les produits chimiques. Il y a toutes sortes de saloperies qu'ils mettent dans cette nourriture qui ne devraient pas être dans votre corps. Les huiles de graines, par exemple. Même une seule portion de votre marque de chips américaine standard peut vous faire sentir ballonné, lourd, passif et à côté de la plaque. Mais il y a une meilleure solution, les chips Massa. Elles sont délicieuses. J'en ai tout un garage plein. Elles sont saines, elles ont bon goût. Et elles ont 3 ingrédients simples. Maïs, sel, 100% de suif de bœuf nourri à l'herbe. Pas de cochonnerie, ni d'huile de graines. Quel soulagement. On sent la différence quand on en mange, comme nous le faisons souvent. Grignoter des chips Massa, ce n'est pas comme manger les cochonneries des supérettes. On se sent rassasié, léger, énergique, pas amorphe. Des dizaines de milliers de gens heureux mangent des chips Massa. C'est recommandé par des gens qui s'y connaissent en santé. Ça vaut vraiment la peine d'essayer. Allez sur massa, M-A-S-A, chips.com, Tucker, code Tucker pour 25% de réduction sur votre première commande. C'est massachips.com, Tucker, code Tucker pour 25% de réduction sur votre première commande. Fortement recommandé. Et il y a aussi un point important, que leur façon de faire, en s'attaquant aux journalistes, en pensant que l'Amérique est la même bête que la France et que même si vous ne faites que poser des questions, ils vous poursuivront pour cyberharcèlement. Il y a quelque chose... Cyberharcèlement. Cyberharcèlement, peu importe, quelles que soient les accusations ici, mais il y a quelque chose là-dedans où, une fois que vous arrivez vraiment à une vérité, je trouve que la réaction des gens qui sont furieux que vous présentiez cette vérité, c'est « je vais te ruiner ». Et j'ai vu ça encore et encore. C'est genre, d'accord, elle a dit la vérité. Mais notre réponse à ça, ce sera d'exiger qu'elle soit virée. C'est ça. Elle devrait perdre son gagne-pain pour avoir dit la vérité. Elle devrait perdre. Et c'est pour ça que Jake Tapper, je ne sais pas si vous avez vu, probablement pas parce que c'est Jake Tapper, mais il s'entretient avec Tom Claire, qui est un avocat dans cette affaire. Et Jake Tapper se donne un mal fou pour que cette interview soit la plus simple possible pour Tom Claire. Il est assis en face de lui et il dit « Elle est dérangée, elle est folle et c'est une complotiste. » À tel point... Jake Tapper a dit ça. Jake Tapper. Mais à tel point que les gens dans les commentaires disaient « Maintenant, j'ai envie d'aller voir la série. » Ses propres spectateurs ont trouvé ça excessif. Puis il se tourne vers Tom Claire et lui pose une question simple. « Quelle preuve avez-vous que Brigitte est une femme? » Tom Claire ne peut pas répondre. Il dit « Nous, vous savez, nous, il y avait quelque chose. Vous n'avez qu'à lire les plaintes. » C'est nous, c'est détaillé. Nous lui avons dit qu'elle était une femme. Ils n'ont jamais présenté la moindre preuve. Nous les avons contactés avant de publier la série. Nous étions en contact avec Tom Claire de Claire Locke. Nous leur avons envoyé une liste de questions. Nous avons dit, nous ne ferons pas cette série si vous répondez à ces questions basiques par oui ou non. Est-ce que Brigitte Macron, la première dame, est née femme? Je veux dire, des questions aussi basiques. A-t-elle déjà vécu en tant que personne nommée Véronique? Avant la transition, temporairement, Brigitte a vécu en tant qu'une personne nommée Véronique. Ils ont refusé de répondre à ces questions par oui ou par non. Évidemment, si vous voulez prouver la mauvaise foi, vous devez présenter au tribunal, c'est évidemment une barre très haute qui a été placée, barre avec laquelle je ne suis même pas forcément d'accord. D'ailleurs, l'affaire New York Times contre Sullivan. Mais évidemment, vous devez prouver que j'ai agi. Je savais et j'ai agi. C'est exact. Je voulais désespérément connaître la vérité et j'ai dit que j'arrêterais de faire cette série. Nous avons aussi proposé que je prenne un avion pour la France pour interviewer Brigitte et avoir sa version des faits. Vous savez, je veux m'assurer de ne pas être influencée par la lecture de Becoming Brigitte et de la série. Je voulais vraiment obtenir sa version des faits. Et la réponse que j'ai reçue, c'était en gros un gros doigt d'honneur. Et Tom Claire a répondu, elle n'a pas à répondre à vos questions. Elle n'a rien à vous prouver.
Donc, ils ont engagé Tom Claire et Libby Locke, ou Tom Claire. Donc, Tom Claire et Libby Locke sont mariés, c'est son deuxième mariage, mais je les connais. Et ils ont un cabinet d'avocats, je crois, dans la banlieue de Washington, D.C., en Virginie, qui se spécialise dans le fait de faire taire les gens par l'intimidation. Ils ont essayé avec moi, et d'une manière vraiment brutale, cruelle, je dirais, pour essayer de vous faire peur et de vous faire taire. Donc ça en soi, je ne pense pas que quiconque considère Tom Claire comme un bon avocat. Mais c'est certain, son comportement est conçu pour vous intimider. Donc le fait qu'il les ait engagés dès le début, c'est le comportement de quelqu'un qui veut juste vous faire peur pour que vous vous taisiez. Et le moment où ils nous ont envoyé une première lettre, c'était en fait en décembre de l'année dernière, fin novembre de l'année dernière. Nous avons manqué la lettre car ils l'ont envoyée à une boîte mail que nous n'aurions jamais consultée. C'était une boîte mail bizarre, comme pour retourner un T-shirt. Et nous... Love your back, Kabaya. Que nous l'avons manqué. Et je suis contente de l'avoir manqué parce que j'aurais probablement eu peur. Je pense qu'il savait, car c'était juste au moment où je commençais à parler avec Xavier Poussard. J'étais à Londres à ce moment-là. J'avais accepté de l'interviewer, mais personne ne savait que j'allais faire cette interview. Qu'est-ce qui les a soudainement poussés à envoyer cette lettre d'intimidation? Et c'est Tom Claire qui l'a envoyé. Tom Claire l'a envoyé. Il l'avait déjà engagé. Il l'avait engagé et il a envoyé une lettre et je pense qu'il surveillait Xavier Poussard. Je pense qu'il surveillait soit ses communications, Sinon, soit comment lui-même. aurait-il su? Qu'il prenait l'avion pour Londres pour une interview avec moi et ils l'ont envoyé juste une semaine avant que je m'entretienne avec lui. C'est dingue. Eh bien, sachez que votre sujet contrôle les services de renseignement les plus compétents au monde. Correct. Le chef de l'État est au-dessus des règles. Mm-hmm. Ce qui est suffisant pour vous mettre un peu mal à l'aise si vous y pensez, est le fait qu'ils aient engagé ces deux avocats. D'ailleurs, sa femme, Libby Locke, est l'avocate de Bill Ackman, qu'Ackman utilise pour faire taire les gens. En envoyant des lettres hystériques, des lettres stridentes, menaçant de vous détruire si vous continuez à parler du client. Je veux dire, c'est vraiment brutal. Passons en revue. Mais peut-on juste passer en revue, genre? Alors, si on regarde ça chronologiquement, comment tout cela s'est-il déroulé? Au cœur de cette histoire, il y a l'allégation que Brigitte Macron n'est pas qui elle prétend être, et cela inclurait que son sexe n'est pas celui qu'elle prétend avoir. Correct. Elle serait née homme, sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Et je suis consciente que si vous n'avez pas vu la série, ça a l'air fou, c'était ma réaction en voyant le titre pour la première fois. Oui, non, je veux dire... J'ai été alertée par le Daily Mail, j'ai trouvé que c'était un titre tellement fou, insensé, mais c'était... Le Daily Mail avait fait ça, ils avaient une vidéo d'Emmanuel Macron où il démentait que sa femme soit un homme. C'est tellement drôle, mais qu'est-ce qui se passe en France pour que le président de la République doive nier une chose pareille? Mais quelque chose a attiré mon attention, c'est qu'en lisant cet article, il ne faisait aucun effort pour le réfuter. C'était un peu comme le typique CNN, New York Times, c'est tellement fou. C'est genre, d'accord, mais si c'est si fou, alors postez quelques photos d'elle. Évidemment, elle a 3 enfants. Il doit y avoir des tonnes de photos d'elle élevant ses enfants. Il n'y a rien. Ils n'avaient qu'une seule photo. Et quand on regarde la photo, c'était très évident. Et ça, c'est avant que je n'entre dans les détails, qu'elle ressemble beaucoup plus au petit garçon qui est à gauche, celle qu'ils essayaient de faire passer pour la petite fille assise sur les genoux d'un membre de la famille. Et donc, je m'y suis mise de manière assez organique. Je me suis dit, c'est bizarre, genre, qu'est-ce qui se passe en France pour que le président doive commenter la situation? Et puis, j'ai trouvé un site web où c'était expliqué et j'ai tout de suite réalisé qu'il y avait quelque chose. Genre, vous n'avez aucune photo de vous pendant 30 ans de votre vie et les 2 photos que vous avez données ont été données au public par une femme qui a été littéralement accusée de falsification de documents. Je veux dire, c'est une voyou. Je veux dire, Mimi Marchand, ils ont finalement dû se débarrasser d'elle. Falsification de documents, méthode de voyou et criminel. C'est la seule. Tout le monde doit passer par elle pour obtenir la moindre information sur votre passé. C'est tellement étrange, c'est tellement dingue que vous ne... La défense contre ça, c'est juste, pourriez-vous nous montrer des photos de votre vie au cours de ces 30 dernières années? Vous savez, vous avez eu prétendument 3 enfants. Vous n'avez pas pris la moindre photo en les élevant. Pas une seule. Peut-être quand vous étiez à l'hôpital. Non, Tucker, il n'y a rien là. C'est une allégation incroyable, stupéfiante, déconcertante. Mais je pense que la question juridique et morale est... Leur avez-vous réellement donné l'opportunité? Au président et à sa femme, une véritable opportunité, au Macron, l'opportunité de répondre à l'allégation avant la diffusion de la série. C'est là ma question essentielle. Des semaines. De quelle manière avez-vous fait ça? Vous les avez appelés? Vous avez? Via Tom Claire, leur avocat. Donc c'était. En fait, ils ont un peu fait une erreur. Ils nous ont contactés en premier.
pour essayer de nous intimider et de dire, vous savez, vous travaillez sur ce truc ou vous savez, Comment le savait-il? je ne suis pas sûre. Parce que ce qui était intéressant, c'est que dans cette première lettre, ils ont inclus des affirmations sur ce que j'avais dit quand je travaillais au Daily Wire. C'était en mars précédent. Vous répondez à quelque chose que j'ai dit en mars. On est en décembre. Qu'est-ce qui vous a déclenché? Clairement, c'était lié à mon interview de Xavier Poussard, dont ils avaient connaissance. Ils ont dû se dire, envoyons-lui une lettre d'intimidation. La plupart des gens, face à une lettre d'un président français en exercice, se tairaient et ne diraient plus rien pour ne pas s'impliquer. Mais pour moi, ça m'a juste rendue encore plus curieuse. J'ai dit, je suis ravie de cette communication, car je ne suis pas là pour mentir ou diffamer. Évidemment, je me rendrais un mauvais service si tout ça était complètement bidon et qu'il s'avérait que je l'avais colporté. Alors, voici mes questions. Des questions très simples par oui ou par non. Avez-vous déjà vécu en tant que Véronique, qui est Jean-Michel Trogneux? Non. Refus de répondre. Ils sont instantanément devenus... Vous leur avez présenté les allégations dont ils étaient au courant que d'autres avaient faites, pas vous. Qu'elle n'est pas vraiment qui elle prétend être. Et vous avez dit, pouvez-vous expliquer? Oui, et honnêtement, ça ne demandait pas beaucoup d'explications. Nous avons aussi demandé, pouvez-vous nous donner des photos de vous vivant pendant cette période de 30 ans? Je veux dire, des trucs assez faciles. Si vous vous dites si traumatisé et diffamé par cette histoire, j'aurais dit, bien sûr. Me voici. Voici une photo de moi au collège. Me voici dans l'équipe de Pom Pom Girls. Me voici le premier jour où j'ai tenu mon premier fils. Me voici. C'est une chose si facile à réfuter que ça demande de suspendre son bon sens. Pour croire que c'est une théorie du complot parce que c'est juste, c'est si facile à réfuter et pourtant ils refusent de le faire. Et ils sont extrêmement mesquins et s'en prennent à chaque personne qui en parle. Maintenant... Ont-ils jamais fourni cette preuve à qui que ce soit? Non, c'est ça, ils ne l'ont pas fait. À ce jour, Ils n'auraient jamais eu à poursuivre personne. On se serait moqué d'eux. Si quelqu'un disait que j'ai vécu 30 ans en tant qu'homme, je n'ai pas besoin d'avocat. Je veux que vous la publiiez pour que je puisse ensuite sortir et dire que cette personne est une psychopathe. Clairement, voici la collection de photos de moi grandissant avec mes sœurs. Voici mon album de collège pour prouver le contraire. Même quand Xavier Poussard, parce qu'il a travaillé là-dessus pendant 10 ans et a donc fait des demandes administratives au gouvernement pour obtenir des photos. Jean-Michel Trogneux a un dossier militaire. Il a aussi fait une demande pour obtenir l'album de l'école de Brigitte, où elle aurait une photo. Il a gagné ce procès, puis l'a présenté au Sacré-Cœur, nom de l'école. Et ils ont dit, nous ne le publierons pas. Je me fiche que vous ayez gagné le procès. Nous refusons de vous le donner. Donc, à tous égards, quelque chose qui pourrait dissiper cette rumeur, même ses enfants. Où sont vos enfants dans tout ça? Si c'est ma mère et qu'elle est si attaquée et que c'est si horrible qu'elles doivent mettre, vous savez, mon père, mon beau-père, dans un avion pour aller parler au président des États-Unis, bien avant ça, j'aurais publié des photos de moi et de ma mère. Ces enfants sont tous adultes. J'aurais dit, voici moi et ma mère en grandissant à mon deuxième anniversaire. S'il vous plaît, laissez-la tranquille. Ils ne le feront pas. C'est juste, c'est dingue. les enfants ont-ils parlé en public? Seule une enfant a jamais parlé et a qualifié les rumeurs de folles et bouleversantes. Et c'est sa plus jeune fille, Tiffen. Et j'ai une théorie sur pourquoi c'est le cas. Mais encore une fois, il n'y a aucune preuve que vous ayez fournie. Stéphane ne témoignera pas sous serment. Tiffen ne parlera pas. Tiffen ne dira pas « Oh non, c'est ». Elle dit juste que c'est très blessant et que ce n'est pas vrai. Et d'accord, Tiffen, mais vous avez le pouvoir de dissiper ça en juste publiant quelques photos de vous en train de grandir. Vous êtes une avocate de 40 ans. C'est assez simple de publier quelques photos de vous, enfant, avec votre mère, et ils ne le feront pas. Voici un fait déplaisant. Le Mexique fait face à une dangereuse épidémie de Lucilie bouchère du Nouveau Monde. Ugh. La Lucilie bouchère est un parasite mangeur de chair, dévastateur pour bétail et humains. Ugh. Malgré cela, le ministère de l'Agriculture a rouvert les importations de bétail étranger, y compris du Mexique. Ça vous semble anormal? Ça vous semble révoltant? Eh bien, oui. Nos amis de Merryweather Farms sont d'accord. Ils ont sonné l'alarme sur ce qui pourrait clairement être une menace sérieuse pour votre santé. Ça a marché. Après la campagne de Merryweather, la ministre Brooke Rollins a suspendu les importations de bétail mexicain, jusqu'à ce que notre approvisionnement et nos citoyens soient à l'abri même de la Lucilie bouchère. Donc, cette histoire nous donne une
une leçon et elle pose une question évidente. Pourquoi devriez-vous compter sur du bœuf étranger peu fiable pour nourrir votre nation? La réponse est que vous ne devriez pas compter dessus. Si vous êtes d'accord, nous espérons que vous soutiendrez Merryweather Farms. À une époque où tant de gens se vendent, ils défendent ce qui est juste. Et toute leur viande vient de ce pays, les États-Unis. Nous le savons pertinemment car nous en mangeons tous les jours. Visitez Merryweather Farms. MERIWETHER farms.com. Tucker, code Tucker pour 15% de réduction sur votre première commande. De la vraie viande, de vraie valeur. Et c'est délicieux. Donc, alors, d'après ce que vous dites, vous ne croyez pas que cette affaire ait même été conçue pour aller de l'avant? Non. Il ne prévoit pas une confrontation au tribunal. Et c'est impossible. D'ailleurs, j'ai contacté Libby Locke et Tom Claire il y a longtemps au sujet de la diffamation et ils m'ont dit de ne pas poursuivre parce que la barre était trop haute. Et j'avais un cas très clair où quelqu'un a raconté un mensonge éhonté sur moi, que nous avons joyeusement réfuté sur le champ. Donc vous les connaissez déjà? Oui, j'ai des emails de « c'est ça qui est drôle ». J'ai des emails d'eux. On vous aime, on adore votre émission. Ils sont sans âme, les deux. Oui, clairement. Oui. Le mobile ici, c'est l'argent. Ce qui ne me pose pas de problème si c'est l'héritage que vous voulez laisser. Parce qu'au cœur de cette affaire, dont la plupart des gens devraient parler, c'est leur défense. La voici. J'admets. Ce qu'ils n'avaient jamais admis, ils l'admettent maintenant. Emmanuel Macron n'avait que 14 ans quand ils se sont rencontrés, alors qu'ils jouaient dans cette pièce. 15, dit-elle, au moment où cette liaison a eu lieu. Et dans ma plainte, ils admettent que les parents d'Emmanuel Macron l'ont retiré de l'école à cause de cette relation. Vous comprenez à quel point l'audace de « je suis une perverse ». J'ai dragué un élève au mieux et j'ai l'audace d'intenter ce procès. Qu'est-ce qui se passe en France pour qu'on mette ça si délibérément dans une plainte? Ce qui réfute leur dire précédent. Quand il s'est présenté, la presse disait qu'il avait 17 ans. Puis, quand Xavier Poussard a prouvé que ce n'était pas vrai, alors soudainement, on nous dit qu'il avait 16 ans. Maintenant, ils écrivent qu'il avait 15 ans. Mais la vérité, c'est qu'Emmanuel Macron avait 14 ans. Et ils ne peuvent pas revenir sur cette vérité parce que N'est-ce pas du détournement de mineurs? On y vient. C'est un autre point important. Elle cherche désespérément à s'en tenir à 15 ans. Brigitte veut s'en tenir à 15 ans. Non, il avait 14 ans quand il jouait dans cette pièce. Elle dit qu'elle l'a regardé et que vous savez, les garçons de 14 ans, j'imagine qu'en tant que femme de 40 ans, on est complètement subjugué par un enfant de 14 ans sur scène. Il jouait dans cette pièce. J'oublie le nom, un nom français, une pièce de Milan Kundera. C'est à ce moment-là qu'elle prétend l'avoir vu et il était tout simplement en avance sur son temps, un prodige. Tellement brillant dans sa prestation, sa capacité à jouer C'est quand même juste un gamin. C'est un enfant. Et c'est une histoire très glauque et sadique. Et plus on apprend à quel point la presse a menti sur cette histoire, je veux dire, même la presse au début, quand il se présentait aux élections, disait que Brigitte Macron était une prof super sexy et irrésistible. Il n'arrêtait pas de la comparer à Claudia Schiffer. Et puis, quand Xavier et ses journalistes ont obtenu des documents et, vous savez, des preuves en images de quoi Brigitte avait l'air à cette époque, elle ressemblait à un homme en pleine transition. Vous savez, et donc même ça, je veux dire, la façon dont la presse a menti pour vendre cette relation glauque est quelque chose qui devrait inquiéter tout le monde. Que vous croyez que c'est un homme ou non, ce que vous avez, c'est un couple qui s'en tire délibérément, avec au mieux, genre, du détournement de mineurs, une perversion sexuelle. Il est à la tête du pays. Ce n'est pas un type au hasard. Oh, c'est très grave. Ouais. Et ça, ce n'est absolument pas contesté. Non, ça ne l'est pas. Ça l'a été parce qu'au début, ils ont essayé de dire qu'il avait 17 ans. Maintenant, elle dit 15 ans. Mais Emmanuel Macron avait 14 ans. Je vais m'en tenir à 15 ans, c'est mal. Oui, c'est ça. A-t-on même besoin de... Enfin, je veux dire, 15 ans, c'est une toute autre histoire. Et c'est les commentaires sous l'interview de Tom Claire par Jake Tapper. Les gens, et c'est la gauche, c'est son public, étaient indignés. Ils disaient « Comment pouvez-vous défendre ça ?» J'ai posé la question à Tom Claire dans mon émission alors que je déballais toutes les affaires de pédophilie qui les entourent. C'est toute une orbite de gens qui ont été reconnus coupables et ont ouvertement admis avoir abusé de leurs enfants. Ce sont leurs amis. D'accord, c'est pour ça qu'elle est en colère, car je dis et ce n'est pas seulement eux. C'est ce type qui a financé la campagne, puis a dû admettre publiquement avoir abusé de son beau-fils et de sa belle-fille. Il a écrit un livre là-dessus. Une personne a admis ça. Sont-ce des amis proches des Macron? Ah oui, leur avocat actuel, qui était ministre des Finances. Brigitte l'a personnellement choisi comme ministre des Finances de la France. Son nom, Éric Dupond-Moretti. C'était mon émission d'il y a 2 jours.
car tout leur entourage, je ne sais pas, a une histoire de pédophilie intéressante. Avez-vous des amis qui sont pédophiles? Absolument aucun. Ils ne peuvent s'empêcher de trouver des amis impliqués dans ces scandales de pédophilie insensés et choquants. Et Éric Dupond-Moretti s'est fait un nom comme l'avocat qui intervient pour le compte de l'agresseur. Dans ce cas, c'est presque toujours de l'inceste, d'ailleurs, dans toutes les affaires dans lesquelles il s'implique. Et il convainc le tribunal, comme il l'a fait dans une certaine affaire appelée l'affaire Manéchez, que, d'accord, oui, c'est de l'inceste. Oui, il viole sa fille. Mais il est célèbre pour l'inceste heureux. Il a défendu ça au tribunal et a obtenu une réduction de peine pour ce type. Il avait violé 2 de ses filles. Vraiment? Je ne plaisante pas. Vérifiez sur Wikipédia, rien de moins. Et il a vendu ça au tribunal, a inventé l'expression avec une autre personne, un autre avocat que Emmanuel a aussi décoré de la Légion d'honneur. Et ils ont dit au tribunal d'Amiens, où Brigitte et Emmanuel sont tous les 2 nés, que vous devriez libérer ce type parce qu'il aime sa fille. Maintenant, elle a 21 ans, ça n'a plus d'importance. Honnêtement, c'est la faute de la mère. Il les encourage à tous coucher ensemble. Et donc, ils l'ont fait, ils l'ont libéré plus tôt. Et puis, sa fille a essayé de lui échapper. Et il l'a tué. Donc voilà qui. C'est le type qui est sur les chaînes d'infos en ce moment en train de dire on va s'en prendre à Candace Owens parce que c'est une affaire d'État. Et il a toute cette histoire magnifique sur le fait que je suis financé par la Russie, parce que c'est toujours la Russie, comme on le sait tous. C'est forcément la Russie. Financé par la Russie? Ça, sa théorie, donc on dirait que c'est le genre de phase terminale de quelque chose, right? Je déteste l'expression élite mondiale parce que ça sonne si effrayant ou je ne sais quoi, mais c'est ce que c'est. Les dépravés. Je ne les appelle même pas l'élite. Ce sont les dépravés. Et cela fait si longtemps qu'ils mènent la danse qu'ils ne sont plus créatifs, à court d'idées. Il y a toujours un coin de la ville avec des gens dépravés. Genre, ils sont... Vous savez, chaque société a ses dépravés. La communauté des dépravés. Mais y a-t-il eu, depuis Rome, vraiment toute une classe de gens dépravés avec autant de pouvoir? C'est ça qui me trouble. Je pense que oui, ouais. Plus j'étudie et plus je regarde le tableau d'ensemble. Parce que au début, vous savez, on traverse cette période où on se dit, est-ce que je suis folle? Ou est-ce qu'ils défendent tous, genre, le viol d'enfants? Genre, c'est pas possible, ça ne peut pas être vrai. Genre, quelqu'un va bien finir par se lever et dire quelque chose. Et la seule chose que l'on puisse faire dans ces moments où l'on se demande si cela pourrait être la situation, c'est de s'informer davantage. Et je trouve que quel que soit le domaine où ils ont une sorte de réaction démesurée, où ils se mettent genre très en colère à propos de quelque chose qui semble si simple, c'est probablement là où il faut appuyer le plus fort. Et j'ai fait ça avec genre Sigmund Freud. J'ai dit un truc dans mon émission comme quoi genre Sigmund Freud était un pervers qui s'intéressait aux enfants et à l'inceste. Toute sa théorie qui blâmait les enfants pour l'inceste de leurs parents et la réaction dans la presse du genre, comment ose-t-elle? Et moi, je me dis, il est mort. Et pourquoi vous défendez ce type? Pas américain. Il a bien présenté une théorie selon laquelle ces enfants qui étaient violés par, vous savez, par leur père étaient en fait attirés par eux. Pourquoi défendez-vous ça? Et puis, je me suis renseignée et j'ai commencé à lire des livres et stupéfaite. Oui, c'est bien ça. C'est vraiment quelque chose qu'il faisait et je l'ai appris de la personne qui contrôle les archives de Sigmund Freud, qui a écrit ce livre incroyable intitulé Le meurtre de la vérité. Mais il y a ce fil conducteur qui vous ramène à Paris à chaque fois que vous parliez d'Epstein, de Ghislaine Maxwell, d'Emmanuel Macron et Brigitte, vous parlez de Sigmund Freud. Il a étudié puis a élaboré cette théorie alors qu'il étudiait sous la direction de Charcot à Paris, selon laquelle, en fait, même si on voit toutes ces preuves que ces enfants Tucker sont violés, c'est de leur faute parce qu'ils sont attirés par leur père. Et ce type qui a tiré la sonnette d'alarme à ce sujet des années plus tard, il travaillait avec Anna Freud et il contrôlait les archives. Son nom est Jeffrey Masson. Il a été viré des archives pour avoir dit la vérité. Une affaire très célèbre. Oh oui, il s'est fait virer. Mais il a quand même écrit le livre. Il avait encore les lettres. Il a publié les lettres pour prouver que Freud savait que ses enfants étaient violés. Et mon Dieu, comme il fut attaqué. Mon Dieu, comme il fut attaqué pour ça aussi. Mais ce qui est intéressant à ce sujet, il publie ce livre, Le meurtre de la vérité, et Anna l'a laissé faire, bien qu'elle aurait pu empêcher sa publication. Anna Freud a choisi de ne pas empêcher sa publication. Je pense qu'elle voulait que le secret soit révélé, mais on parcourt ces histoires et encore, on retrouve ce thème très sombre d'enfants qui sont violés, n'est-ce pas? Et c'est incestueux, comme je l'ai dit, quand on parle de Jeffrey Epstein. Pourquoi est-ce qu'on revient sans cesse à ce thème? Pourquoi les médias semblent-ils de mèche pour étouffer l'affaire? Je pensais que peu importe notre position politique, gauche ou droite, quand il s'agissait d'enfants, meurtres ou viols, nous étions tous d'accord pour défendre les vies innocentes. Il faut donc creuser davantage et se demander quelle est la théologie ici. Parce que tout, comme mon mari me l'a appris, a une théologie. Ils sont guidés par une théologie. Et tandis que le reste du monde est poussé vers soit l'agnosticisme, soit un athéisme déclaré, je pense que les gens qui sont au pouvoir sont tirés par... Oh, ils ne sont pas athées. Pas du tout athées. Oh, je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est intéressant. Un de mes
Enfant, un de mes enfants les plus intelligents m'a dit « Aujourd'hui, il m'a dit « La pédophilie est le seul crime, sans aucune justification. » Et je n'y avais jamais pensé comme ça. Et c'est comme le meurtre, bien sûr. Vous savez, le meurtre, c'est mal. Bien sûr, il y a plein de circonstances où je peux imaginer commettre un meurtre et aller en enfer pour ça. Je peux imaginer, vous savez, devenir si fou de rage que je tire sur quelqu'un ou voler, mentir. Il n'est pas possible d'imaginer une justification pour abuser d'un enfant, pour avoir des relations sexuelles avec un enfant. Il n'est pas non plus possible d'imaginer cela pour tous les péchés que je peux imaginer commettre dans une certaine circonstance. Je n'arrive même pas à le concevoir. Ce n'est juste pas attirant en aucune façon. On ne penserait même jamais à vouloir faire ça. Donc, ça doit être spirituel.